Ces derniers temps, nous nous sommes pas mal attardés sur l'ère cénozoïque. Alors, histoire de changer un peu, replongeons dans les méandres du temps et retournons à l'ère paléozoïque. Retournons au Permien. Et ce, de façon bien plus détaillée qu'en 2016. Waouh, ça fait déjà un bail. Mais avant d'envoyer le générique, laissez-moi vous présenter Dinopédia Découverte. Une revue fort sympathique. Il s'agit d'un magazine mensuel très pédagogique d'une 50aine de pages dédié aux dinos et à la paléontologie en général. Le tout au design très édulcoré, riche en couleurs et en images. Ainsi à la portée des plus jeunes fans de dinos. Mais ne vous y trompez pas, bien que la charte graphique soit quelque peu infantile, pour ravir les plus jeunes, le contenu est tout ce qu'il y a de scientifique, et sous l'appréciation de Didier Nérodo, professeur de paléontologie à l'université de Rennes, ainsi que d'autres scientifiques. Chaque mois, vous y découvrirez un sommaire des plus complets, avec différentes rubriques, découvertes, explore, préhistoire, culture dino, fouilles et bien d'autres encore, notamment un dossier spécifique à chaque dinosaure. Pour le coup, Deinocheirus. Deinocheirus mirificus. En bref, si vous vous intéressez à la paléo, ou que vous voulez partager un bon moment dinosaurien avec votre enfant, ce magazine est fait pour vous. Et pour tout nouvel abonnement au magazine Dinopédia Découverte, vous recevrez le numéro spécial Jurassic World, plus une trousse Dinopédia Découverte. En plus du magazine, bien entendu. De plus, avec le code SIMPLEX, vous bénéficierez de 5% de remise. Le lien est en description. Voilà, Dinopédia Découverte, un magazine plutôt très sympathique pour les fans de paléo. Allez, générique. Le Permien est la 6e et dernière période de l'ère paléozoïque. Pour vous situer, souvenez-vous du truc mnémotechnique, Cahors, île des Caps. Notre aventure permienne débute donc il y a environ 300 millions d'années, s'étale sur à peu près 50 millions d'années et s'achève aux alentours des 250 millions d'années. Une petite cinquantaine de millions d'années que les géologues, pour plus d'exactitude, ont divisé en 3 époques distinctes. Le Cisuralien, le Guadalupien et le Lopingien. 3 époques subdivisées en étages qui bien souvent sont nommés en fonction de leur lieu géographique où ils furent découverts et étudiés. Et non, je ne vais pas m'amuser à prononcer ces noms imprononçables. Bon, ok, juste le Capitanien. Pour le coup, je ne me mouille pas. Bref, toujours est-il que c'est aussi le cas de nom de la période, le Permien, qui provient de la province russe de Perm, où fut découvert le premier site fossilifère de cette période. Le Permien est à bien des égards l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de la Terre. En effet, outre le fait que ce soit la période qui clôt l'ère paléozoïque, c'est avant tout, comme nous allons le voir, une période de grands changements, que ce soit en termes de climat, de géologie ou encore de biodiversité. Géologiquement parlant, le Permien, c'est l'apogée de la Pangée et la naissance de la Thétis. En effet, durant la période précédente, le Carbonifère, sous l'action des continuelles forces tectoniques, la planète a vu sa morphologie se transformer peu à peu. Les continents, alors éparpillés suite à l'éclatement du supercontinent rhodynien, voilà des centaines de millions d'années auparavant, se sont à nouveau rapprochés les uns des autres. Ainsi, lorsque s'ouvre le Permien, la planète est en pleine mutation géographique. Ce long processus géologique, la fameuse valse des continents, tout en glissant vers le nord, a fini par réunir à nouveau l'ensemble des continents pour n'en former qu'un seul et unique, le supercontinent qui s'étend quasiment d'un pôle à l'autre. La Pangée. Pangée qui doit son nom au génialissime mais malheureusement incompris Alfred Wegener. Ou Wegener.
Bref. Et si vous voulez en connaître l'histoire de ce grand géologue, roi de la loose, je lui ai consacré un épisode. Bref, toujours est-il que ce supercontinent, perdu au cœur du vaste océan Pantalassa, va connaître son apogée à la fin de la période pour finalement se disloquer lors de la période suivante, au Trias, lorsque s'ouvrira l'océan Atlantique Nord. Comme vous devez vous en douter, durant la formation de la Pangée se produisent divers événements géologiques. Et l'un de ces événements est la naissance d'un nouvel océan. En effet, en se réunissant, les masses continentales ont, encerclé, enfermé une partie de l'océan Pantalassa, ce qui donne naissance à un nouvel océan, l'océan Thétis. Thétis nommé en hommage à la Titanide éponyme, une déesse marine, fille des primordiaux Gaïa et Ouranos, la terre et le ciel, et sœur des titans de la mythologie grecque. La Thétis sera un véritable vivier pour la faune marine durant des dizaines de millions d'années. Bon nombre d'espèces marines vont y prendre leur essor et évoluer durant toute l'ère mésozoïque. Et bien plus tard encore, au Cénozoïque, toujours sous l'impulsion des forces tectoniques, se verra totalement ceinturé par les continents. Ainsi, de ce paléo-océan du Paléozoïque émergera la mer Méditerranée. Un autre événement important durant le Permien, durant la formation de la Pangée, c'est l'apogée de la formation de la chaîne hercynienne, l'orogénèse hercynienne. Lorsque les plaques tectoniques supportant les continents entrent en collision, ça se termine toujours de la même façon. L'une des deux plaques plonge sous l'autre pour s'enfoncer dans le manteau terrestre. Généralement, c'est une plaque océanique, plus fine, qui s'enfonce sous une plaque continentale plus épaisse. C'est ce que l'on appelle un processus de subduction, un processus géodynamique qui entraîne la formation des chaînes de montagnes. Dans notre cas, la chaîne hercynienne, ou chaîne varisque pour les anglo-saxons. Avec ses 5000 km de long, ou 3000 selon les sources, et ses 700 km de large, elle est probablement l'une des plus grandes chaînes, si ce n'est la plus grande chaîne de montagnes que la Terre n'ait jamais connue. Elle traverse de part en part le jeune supercontinent. Alors, petite parenthèse pour vous notifier que le massif armoricain, les Vosges et le Massif central, pour ne citer que les plus grands, sont les vestiges de cette extraordinaire chaîne de montagnes qui se sont érodées à travers le temps. Quoi qu'il en soit, au cours du Permien, cette colossale masse rocheuse va avoir un impact déterminant sur le climat pangéen. Pour faire simple et sans entrer dans le détail, à l'instar des grandes chaînes de montagnes actuelles, comme l'Himalaya ou la cordillère des Andes, la hauteur de ces montagnes bloque les nuages et provoque des précipitations, influant ainsi sur la météo de la région concernée. De fait, au cœur de la Pangée, d'une part et d'autre de la chaîne de montagnes, le climat était soit chaud et humide, en raison des pluies provoquées par les nuages et les précipitations qui s'engendrent, soit chaud et aride, puisque aucun nuage et donc aucune précipitation. Ce qui nous fait une transition toute faite pour parler du climat. Question climat, nous allons passer du nerf glaciaire à celui d'une véritable serre. Car il y a bien longtemps de cela, fin Dévonien, début Carbonifère, débuta une ère glaciaire. Une ère glaciaire qui prendra fin à la fin du Permien inférieur. Et ce fut avec ses 75 millions d'années la plus longue glaciation de ces 540 derniers millions d'années. Le Late Paleozoic Ice Age, comme on le nomme en anglais. Ainsi, lorsque débute la période permienne, bien que la grande majorité des terres bénéficient d'un climat chaud et humide, pour ne pas dire tropical, le sud du Proto-Gondwana est encore recouvert d'une épaisse couche de glace, un Indensis qui disparaîtra peu à peu durant le Permien inférieur. Néanmoins, avec tout ce chambardement géologique que nous venons de voir, tout au long du Permien, pour rappel, pas loin de 50 millions d'années,
le climat se réchauffe, devient plus sec, les glaces fondent et les températures remontent significativement. Et une grande partie du continent Pangée s'assèche inexorablement. En bref, en quelques millions d'années, bien que ponctués de plusieurs épisodes de changement climatique, et connaissant des conditions climatiques très variables, voire extrêmes, selon les saisons, au cours du Permien, nous passons d'une planète quasi tropicale à celle d'une planète en grande partie asséchée, désertique. En effet, au cœur de la Pangée, là où autrefois les terres étaient marécageuses, humides à la végétation luxuriante, peu à peu, au cours du Permien moyen, laisse place à des immenses savanes et autres déserts arides qui apparaissent progressivement. Et les régions tropicales se font rares. Par ailleurs, comme indiqué sur ce graphique par les pointillés noirs et le trait rouge, tout au long de la période, la teneur en CO2 ne cesse de grimper. Ce qui va nous amener à parler végétation. Depuis le Dévonien et l'avènement des premières forêts, la végétation est principalement constituée de plantes à spores, comme les fougères, et surtout de lycopsides, comme les sigillaires. Des grandes plantes arborescentes qui, au cours du Carbonifère, formaient des forêts magnifiques, fantastiquement grandes. Vastes forêts qui, à la toute fin du Carbonifère, vont connaître une diminution drastique. On parle ici d'une extinction mineure, l'effondrement de la forêt tropicale Carbonifère. Ainsi, cette végétation, inféodée au climat chaud et humide du Carbonifère, avec le changement climatique que nous venons de voir, ces plantes, qui comme les champignons se reproduisent via des spores, vont au cours du Permien disparaître quasi totalement. Néanmoins, d'autres plantes survivent et s'épanouissent, du moins pendant un temps. C'est le cas de la famille des Glossopteridacées, et notamment du genre Glossopteris, une plante arborescente de très grande taille, atteignant les 30 mètres de haut, et dont les feuilles fossiles retrouvées mesurent jusqu'à 30 cm. Cette plante Glossopteris a marqué l'histoire de la géologie, car ce sont les fossiles de ces feuilles qui ont permis, entre autres, au géologue Alfred Wegener, encore lui, d'étayer sa théorie sur la dérive des continents dans les années 1910. En effet, fin 19e, début 20e, un autre éminent paléontologue, Eduard Suez, découvrit des fossiles de feuilles de Glossopteris en Amérique du Sud, en Afrique et en Inde. C'est ainsi qu'il en déduisit que les continents étaient autrefois connectés, un continent qu'il nomma Gondwanaland, le futur Gondwana. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, que notre bon Alfred va proposer sa théorie, s'appuyant entre autres sur la découverte de Eduard Suez. Au passage, c'est aussi Eduard Suez qui comprit que les Alpes du Nord étaient autrefois le fond d'un océan. Océan qu'il baptisera, vous l'aurez deviné, absolument, la Thétis, l'océan formé durant le Permien. Bref, revenons à nos végétaux. Je vous disais que les végétations de plantes du Carbonifère disparaissent quasi totalement, laissant place à l'essor de nouveaux végétaux. Et les grands gagnants vont être les plantes à graines. Les plantes à graines nues, les gymnospermes. Un groupe de végétaux proches des fougères qui est discrètement apparu durant le Carbonifère. Aujourd'hui, les gymnospermes sont représentés principalement par les pinophytes, à savoir les conifères, comme les cyprès, les pins, les épicéas ou encore les immenses séquoias, et constituent avec l'Amazonie une des plus grandes forêts du monde, la forêt boréale, la taïga. Les gymnospermes sont encore très nombreux actuellement. On parle de 75 à 85 genres et environ 800 à 1000 espèces, le tout réparti en 14 familles. Cependant, autrefois, il a existé jusqu'à 20 000 espèces. Ils furent les plus grands végétaux dominants jusqu'à l'apparition des plantes à fleurs au cours du Mésozoïque. Nous assistons donc à une diminution drastique des forêts tropicales suivie d'un renouvellement de la végétation par les plantes à graines, les gymnospermes. Et si nous mettons tout cela en corrélation avec les paléotempératures, nous constatons que la hausse significative du taux de CO2
est liée à la disparition des immenses forêts tropicales du Carbonifère, qui via la photosynthèse puisaient énormément de CO2 dans l'atmosphère, tout en rejetant de grandes quantités d'oxygène. Ainsi, au cours du Permien, la végétation s'amenuisant, le taux de CO2 repart à la hausse, tout en voyant le taux d'oxygène diminuer. Et un dernier point à ne pas négliger, c'est la fonte de la calotte glaciaire. En effet, cette immense étendue de glace permet de réfléchir une bonne partie des rayons solaires dans l'atmosphère et au-delà. Et sans calotte glaciaire, la Terre absorbe plus de chaleur, contribuant ainsi au climat global de la planète. Et par extension, de la Pangée. Et en parlant de Pangée, lorsque les continents se sont réunis pour former le supercontinent, bon nombre de ces zones humides disparurent, ce qui par extension a bien entendu impacté les faunes inféodées au marécage, et notamment les amphibiens, les stégocéphales, les tétrapodes stégocéphales. Quelques millions d'années auparavant, au cours du Carbonifère, certains stégocéphales se sont affranchis de l'élément liquide pour pondre leurs œufs sur la terre ferme, en développant la coquille, engendrant ainsi l'apparition d'un nouveau clade, les amniotes. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tiens, je vous présente mon nouveau compagnon, Smilo. Bon, il a les dents relativement courtes. Bon, allez, bouge, boucan. Donc, je vous disais que ils se sont affranchis de l'eau pour pondre des œufs sur la terre ferme, développant ainsi la coquille, ce qui a donc engendré l'apparition d'un nouveau clade, les amniotes. Concentrés essentiellement dans le nord de la Pangée, ils se diversifient en deux branches distinctes, les lépospondyles et les temnospondyles. Cependant, les amphibiens, en tant que tétrapodes non amniotes, perdurent, et au cours du Permien inférieur, ils connaissent une véritable petite âge d'or. Les lépospondyles sont des amphibiens de petite et moyenne taille, le plus grand étant l'étonnant Diplocolus d'eau douce, mesurant dans les 1 mètre de long et doté de ce crâne pour le moins original. Quant à ses cousins plus petits, ont la caractéristique d'avoir une morphologie serpentiforme, bien qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec les serpents. Et mis à part l'étonnant Diplocolus, qui perdure jusqu'au Permien supérieur, ce groupe, apparu au Carbonifère précoce, disparaît du registre fossile au Permien inférieur. Ce qui n'est pas le cas du second groupe, les temnospondyles. En effet, les temnospondyles est un clade très diversifié. Bon ben, voyons ici plutôt. Voilà. Ça devrait vous donner une petite idée de leur diversité. Bref, les temnospondyles sont plus chanceux, puisque l'on retrouve des fossiles de temnospondyles datant du Crétacé inférieur. Si les lépospondyles excédaient au maximum les 1 mètre, chez les temnospondyles, il n'en va pas de même. Loin de là. Figurez-vous qu'en 2005, notre Sébastien Steyer national a étudié les restes d'un crâne d'un amphibien géant du Trias supérieur, voire du Jurassique inférieur. Et vous savez quoi? Selon l'article, il suggère une largeur de crâne d'environ 1,70 m et une longueur de corps estimée à environ 7 mètres. Pour info, les plus grands crocodiles actuels, les crocodiles marins, mesurent dans les 5 mètres, faisant d'eux de redoutables prédateurs. Et bien que de taille très respectable, ils sont loin d'avoir un crâne aussi énorme. Imaginez des sortes de salamandres géantes ayant la taille d'un crocodile avec une gueule digne d'un mégalodon juvénile. Du reste, ils occupent une niche écologique semblable à celle des crocos, évoluant entre l'eau et la terre. Ce sont eux, sans doute, qui engendreront le clade des lysamphibiens, les amphibiens modernes. Mais rien n'est moins sûr. Les études se poursuivent encore pour comprendre cette phylogénie. La phylogénie des stégocéphales étant quelque peu complexe, c'est un euphémisme, est toujours débattue. Il ne constitue pas un clade. Ici, les chercheurs parlent plutôt de grade.
Toujours est-il que le groupe des stégocéphales va perdurer, et ce jusqu'au Crétacé. Cependant, durant le Permien, l'ensemble des amphibiens va largement s'amenuiser, et notamment vers la fin de la période, lorsque surviendra la Grande Extinction. Grande Extinction sur laquelle nous reviendrons brièvement dans le second épisode, et dans lequel, après avoir vu la géographie, le climat et la flore, nous nous intéresserons de plus près à la faune, marine et terrestre, bien entendu. Voilà, likez, partagez, commentez, et si vous pouvez vous le permettre, vous connaissez Tipeee et Utip. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye bye. Ce crâne pour le moins original. Quant à ses cousins, plus petits... Ah, tu peux pas rester là. Allez, file.